Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la première course de la semaine du Grand Bornand, c'est-à-dire que c'était un sprint homme. Je rappelle qu'on aura demain un sprint dame, les deux poursuites samedi dimanche, les deux mass start également dimanche et les deux poursuites samedi. Je vais y arriver dans la journée. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des garçons. Une course. Elle est difficile à juger cette course des Français, c'est mitigé, voilà, on en parlera. Et puis on parlera surtout d'un nouveau vainqueur en Coupe du Monde. Vous pouvez le voir avec notre ami Martin Houldal qui s'est imposé ici au Grand Bornand en battant le grand Johannes Beu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos Vendée Globe, des vidéos cyclisme. Cyclisme, on reprendra dimanche ou lundi pour le prochain top 10. Ils sont déjà enregistrés, ils sont déjà montés, il reste juste à faire la mise en ligne. Et puis deux moyens pour me soutenir, soit vous vous abonnez à la chaîne et vous rajoutez la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième moyen, ça c'est seulement et seulement si vous avez les moyens et que vous en avez l'envie, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette vidéo avec ce sprint du côté du Grand Bornand, un sprint où chez les garçons, on a perdu Ktarjebø au final, qui est le 7e larron de cette équipe de Norvège. Alors c'est un peu particulier parce que il ne redescend pas en IBU Cup, il ne fera que la mass start du côté du Grand Bornand, mais il fera que la mass start, il ne fera pas sprint et poursuite, vu qu'il a été, on va dire, rétrogradé, mais pas totalement, contrairement à Johannes Dahle. Mais le problème, c'est que Johannes Dahle s'est imposé en IBU Cup, donc on va se retrouver dans une situation où, eh bien, les petits jeunes commencent à prendre la place des plus âgés, et il va pas y avoir de la place pour tout le monde. Et ça va être la grande question, avec l'arrivée de Martin Houldal, l'arrivée de certains jeunes concurrents sur la Lagrid qui continue d'être performant. Eh bien, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et puis en IBU Cup, il y en a quelques autres des Norvégiens qui sont également très performants. C'est le même problème du côté de l'équipe de France féminine, avec Gilon Guigona qui est redescendu, mais encore une fois, avec beaucoup de monde au balcon là aussi. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il faudra pas baisser le rythme, pas diminuer en termes de performance, parce que sinon, la rétrogradation peut arriver assez vite. Bon, on commence avec la course de Martin Houldal. Très bonne course parce que il fait le 10 sur 10, il est dans le top 10 des temps de ski, il est aussi dans le top 10 du temps de tir et du range time, donc ce qu'on appelle le range time, c'est entrée, sortie, pas de tir. Il est dans le top 10 dans tous les classements, donc c'est compliqué de faire beaucoup mieux que Martin Houldal, à part Johannes Beu au final, qui était encore plus rapide sur les skis, mais il n'a pas perdu beaucoup de rythme dans le dernier tour en plus. Il a peut-être profité des conditions aussi, Martin Houldal. Il part une vingtaine de dossards avant Johannes Beu. En fait, quand Johannes Beu a fini sa course, il y a la pluie qui a commencé à tomber. Dans le dernier tour de Johannes Beu, enfin dans les deux derniers tours même de Johannes Beu, ça a commencé à la moitié de son deuxième tour. Et cette pluie a fait que les conditions ont un peu changé et je pense que son fart marchait moins parce que sur la fin du tour, c'est là où se fait la différence d'une seconde 4. Il perd quasiment 3 secondes 5 sur la fin du tour au Grand Bornand, en sachant que c'est majoritairement de la descente. Donc voilà, la pluie, les changements de conditions climatiques ont joué à la défaveur de Johannes Beu, mais c'est un sport en extérieur. Les nouvelles règles font que les leaders partent plutôt sur la deuxième moitié de course. Et forcément, en deuxième moitié de course, ça veut dire que les skis ont été fartés peut-être 2 heures avant, 2 heures et demie avant, donc c'est compliqué au niveau des changements climatiques dans ce genre de situation, ce qui va peut-être nous donner des surprises cette saison sur certains parcours, sur certaines courses où les conditions vont être particulières. On devrait avoir des surprises au niveau du classement avec des concurrents qui se ratent complètement au niveau des temps de ski parce qu'ils ont des gros dossards. Mais du côté de Martin Houldal,
C'est une super course, on l'avait vu déjà le week-end dernier à Orphidzone, il avait été très très bon. Moi, il m'avait vraiment impressionné à Orphidzone. Dès le sprint, il fait vraiment un très bon sprint derrière. La poursuite, il réussit. Il est en pleine confiance, en pleine bourre. Donc, et puis, lui, il veut manger les vieux. Il est le chasseur de place pour continuer en Coupe du Monde. Donc, il veut chasser les vieux. Il veut avoir sa place aussi dans les relais, parce qu'il sait qu'avoir sa place dans les relais, c'est potentiellement quasiment une médaille assurée au championnat du monde. Donc, il le sait. Ça, Martin Houldal. Et bah, ça le motive forcément. Et donc, quand vous avez la motivation, que vous êtes en pleine confiance, la performance est là. Et en plus, bon, bah, techniquement, ça marche bien aussi. Pas d'erreur au tir. Le tir debout, où il a cette faculté à se mettre en action très vite sur le tir debout. Donc, c'est une super course. Voilà. Puis, victoire. Après combien de départs? Il a combien de départs, Martin Houldal, en Coupe du Monde? J'ai pas vérifié. Hop, résultat et standing. Il ne doit pas en avoir beaucoup de départs. Overview. Voilà, c'est comme ça. Il a seulement 7 départs en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment pas beaucoup, en sachant qu'il y avait eu donc un départ en 2021-2022 et qu'ensuite ces départs sont depuis cette année. Donc on voit qu'il a assez peu d'expérience quand même. Il est dans sa première année, mais il est passé très longtemps en IBU Cup. Voilà, pendant 3 ans, donc il a pris de l'expérience sur cette compétition-là. Et puis il a progressé, hein, vous voyez, en termes de résultats. Il a progressé au fur et à mesure. Et pourtant, le sprint, c'est peut-être encore une discipline où il peut progresser, hein, quand vous voyez son classement en IBU Cup. Mais il est en très grande condition depuis le début de saison. Il est solide au tir, peu d'erreurs. Bon, bah, après, derrière, c'est compliqué d'aller le chercher, hein, tout simplement. Enfin, quand on regarde, voilà, hein, c'est très compliqué d'aller le chercher au niveau des résultats. Donc on va voir désormais comment ça va se passer pour lui. Mais voilà, vous voyez, Orphidzone, il est très bon. Annecy aussi. Et puis vous voyez qu'en IBU Cup, il avait fait aussi un début de saison canon. Notamment, il a fini sur 2 victoires avant d'aller à Orphidzone. Et il n'est pas sorti du top 10. Sa pire course, c'est en plus sur une individuelle, il fait 8ème alors qu'il fait qu'un 17 sur 20. Donc vous voyez que le niveau de performance, il est là, il est très en forme. Bon, bah voilà, ça fait des résultats tout de suite du côté de cette équipe de Norvège. Deuxième, Johannes Bø. Ouais, encore une fois, ce dernier tour qui est compliqué parce que sinon la course est très bonne, hein, 9 sur 10. Encore une fois, vu son tour de ski pour Johannes Bø, ça a amené à la victoire. Mais ouais, son dernier tour qui est moins évident, avec une neige qui a peut-être un peu plus brassée. Encore une fois, avec cette humidité également plus importante. Et ça fait des différences, puisque lui, il a eu vraiment une fin de tour compliquée. Et pourtant, il a tout donné, hein, Johannes Bø, mais il perd 3 secondes, hein, 3-4 secondes. Mais bon, demain sur la poursuite, samedi sur la poursuite, il sera encore là. Dimanche aussi, Johannes Bø est en forme, on l'a vu à Orphidzone, ça continue ici. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise avec un Johannes Bø qui devrait être en tête de la Coupe du Monde en fin de semaine pour le concurrent norvégien. Troisième, Samuelsson. Quand le tir passe, Samuelsson, ça devient l'un des meilleurs biathlètes du monde. Le problème du côté de la Suède, c'est la fiabilité au tir. On l'a vu encore une fois avec Martin Ponsiluoma, seulement 4 sur 10. Aujourd'hui, avec un 1 sur 5 sur le coucher, ce qui a été catastrophique. Mais là, Samuelsson, quand le tir passe, c'est beaucoup plus performant. Et ce qui est quand même marrant, au Grand Bornand, puisque pour ceux qui ont déjà joué à Angel Biathlon, ils savent que le Grand Bornand, c'est un pas de tir qui est plutôt simple, parce que tu arrives en descente. Quasiment toute la deuxième partie du parcours au Grand Bornand est en descente. Donc c'est-à-dire que tu arrives vraiment à bien reposer ton cardio. C'est vrai que sur Angel Biathlon, on le voit bien, c'est sur la première partie de course, on est en montée, ensuite ça descend. Donc on peut bien reposer son rythme cardiaque. C'est vrai que
c'est un pas de tir qui est plutôt facile, normalement. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je pense que comme on sait qu'on peut tirer et faire des 10 sur 10 facilement, je pense que tout le monde a voulu tirer très vite. Sauf que quand t'es pas habitué à tirer vite, ça a eu des conséquences au niveau du général. Mais c'est vrai que il y a peu de concurrents qui ont réussi à faire un sans faute aujourd'hui. Il y a Ouldal, il y a Perrault dans le top 10 seulement. Et Doudchenko, mais qui fait quasiment que des top 10, et Stalder aussi, le Suisse, mais il n'y en a pas tant que ça dans ce classement. Et Samuelsson, oui, bah, il fait une belle course en 9 sur 10. Encore une fois, le tir qui passe. Pas grand chose à se reprocher, c'est sûr que s'il fait 10 sur 10, c'est la gagne. Mais ça va être une course intéressante pour lui donner de la confiance. Le début de saison n'a pas été si facile que ça. Donc pour retrouver de la confiance après off-season, je pense que ça va lui faire du bien dans la tête à Sebastian Samuelsson. Après, encore une fois, voilà, dommage cette petite erreur. Mais alors, je peux pas vous dire au niveau des erreurs si c'est à gauche ou à droite parce qu'il n'y avait pas les simulations. Enfin, il y avait des simulations, mais ils nous montraient pas, il n'y avait pas la caméra sur le pas de tir, qui est toujours très intéressante pour savoir où sont les erreurs. Là, on ne l'avait pas, cette caméra-là, donc on doit se contenter, on va dire, des simulations au niveau des fautes. Philippe Horn, dommage parce qu'il était très rapide sur les skis. Je pense que les Allemands, ils ont énormément progressé en fart par rapport à l'année dernière. Parce que, bon, on voit que les filles, les temps de ski sont vraiment bons, les garçons aussi. Et certes, bon, il y a des progrès physiques, ça c'est clair et net, notamment avec Vanessa Voigt, mais je pense qu'il y a aussi des progrès sur le fart. Je pense que les équipes et les techniciens allemands ont vraiment progressé cette année dans ce domaine-là. Et Philippe Horn, bah, il s'en sort bien. En plus, il avait un petit dossard, donc avec des conditions de neige qui étaient vraiment bonnes à ce moment-là. Il finit fort, enfin voilà, il fait une belle course. Philippe Horn, dommage le podium, mais bon, quand tu vois, ça joue à 18 secondes quand même. Hein. Donc c'était assez compliqué d'aller chercher le podium pour Philippe Horn. Sur la grille, je dirais 9 sur 10, c'est une course correcte pour ce tir-là, c'est presque moyen, vu sa fiabilité au tir, mais il sait très bien que pour gagner un sprint pour lui, il faut être à 10 sur 10. Et là, de toute manière, même à 10 sur 10, Ouldal aurait été devant. Et Samuelsson aurait peut-être même été devant aussi. Donc ça suffisait pas... Aujourd'hui, le 10 sur 10 pour ce tour-là, il en manque un petit peu voilà, sur les skis. Enfin, je crois qu'il fait 10e sur le temps de ski, mais encore une fois, Ouldal et Johannes Beu n'ayant pas fait d'erreur, tous les mecs qui sont devant lui sont plus rapides sur les skis. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence entre ce tour-là et les autres. Philippe Navrat, également 9 sur 10. Bah, là encore, hein, une très bonne course. Encore 2 Allemands sur la cérémonie des fleurs. Hein. Depuis le début de saison. Ils sont très régulièrement dans cette cérémonie des fleurs. Et puis du côté de l'équipe de France, eh bien Éric Perrault, premier français, 7ème, mais déjà à 42 secondes, et avec un sans faute. Donc très bizarre la course des Français. Antonin fait un très bon temps de ski. Émilien, Claude également. Par contre, pour le reste, Fabien Claude, Éric Perrault, Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, sur les skis, c'était pas vraiment efficace, notamment Fabien Claude qui a vraiment souffert sur les skis. Donc est-ce que c'est un contre-coup de préparation physique? On est un petit peu fatigué sur cette 3e manche du mois de décembre. Est-ce que c'était un fart qui n'était pas efficace? Ce qui fait qu'on n'avait pas des super skis. Est-ce que c'est un peu trop de pression, un peu trop d'énergie dépensée à droite à gauche? On sait qu'on est en France, pas mal d'autographes, donc est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu d'énergie au niveau psychologique? Et on n'avait pas trop de fraîcheur mentale et ça a joué sur la performance physique. Mais c'est vrai que, à part Émilien Jacquelin, je dirais qu'il y a un temps qui est assez similaire à ce qu'il a fait hors Filzen. Éric Perrault, c'est assez loin. Quentin Fillon-Maillet aussi. Fabien Claude aussi. Donc c'est des concurrents qui sont capables de faire mieux normalement. Donc sur les skis, c'était pas très efficace. Et pourtant, le tir, bah, vous voyez, Éric Perrault fait un sans faute. Quentin Fillon-Maillet fait son premier sans faute de la saison sur le coucher. Ça a dû lui faire beaucoup de bien. Bon, Émilien Jacquelin, certes, il y a 2 fautes, mais c'est qu'une faute à chaque fois sur chacun des tirs. Il n'y a pas de double. Donc les tirs sont réussis, mais les écarts sont déjà importants. C'est-à-dire que Quentin Fillon-Maillet, il est quand même à 50 secondes. Émilien à 45, Éric Perrault à 41. C'est vrai qu'on a des gros écarts hein, en dehors du podium
pour la poursuite de samedi. Je suis pas sûr qu'on ait un gros spectacle samedi au niveau de la poursuite, on verra, mais j'ai un peu peur qu'on n'ait pas un grand spectacle de ce côté-là. Et c'est vrai que j'étais assez surpris des temps d'Éric Perrault, notamment d'Emilien Jacquelin, malgré des tiers, là encore, très bien réussis. Éric Perrault qui a dit, hein, c'est vrai qu'il y a... La première fois il a été au Grand Bornand, il était passé un petit peu à côté. Et il n'avait pas pu courir la poursuite, notamment. Et là, donc, il disait qu'il avait un peu une revanche à prendre par rapport à sa première fois sur ce site de compétition. Giacomel, un temps de ski pas encore exceptionnel, par contre mieux au niveau du tir avec ce 9 sur 10, un temps de ski par contre où il est au-delà je crois qu'il est 15 ou 16, on sait qu'il est capable de faire mieux mais il prend des points, donc ça c'est déjà pas mal. Lucas Hofer aussi, on sait avec Lucas Hofer, capable du meilleur comme du pire. Voilà, un 9 sur 10, avec un temps de ski qui lui par contre est correct par rapport à Giacomel, mais là aussi, lui il est parti de serre 26, Giacomel de serre 50. Donc peut-être qu'au niveau du fart, on s'en est un peu moins bien sorti. Et puis Dulchenko, l'Ukrainien, 12e, avec encore un sans faute. On sait que lui il est très solide là-dessus. Comme Manzin, hein, aussi 16e, auteur d'un sans faute sur cette course. Swerum, 13, 7 sur 10, pas suffisant. Pas suffisant. Après, Swerum, il n'est pas, il est pas exempté d'être sur la sellette. Hein. Parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de Christiansen, mais bon, avec le retour de Dalleux, forcément, ça fait réfléchir derrière. Et c'est vrai que Swerum, la double sur le debout, elle fait mal. Après, tu vois, sur les temps de ski, il est costaud parce que il est à la minute, donc il a été plus rapide que Houldal. Mais il y a trop d'erreurs dans la haute tir aujourd'hui, et ça fait quand même déjà une minute hein, pour demain, pour la poursuite. Stalder, donc 14e, devant Christiansen, moyen. C'était pas exceptionnel. Voilà, Christiansen, au niveau des skis, j'ai trouvé un peu poussif, même à la sortie du pas de tir, quand il fait son tir couché, on le voit à la sortie du pas de tir, je trouve que ça poussait sur les skis et c'est pas impressionnant. Je trouvais que ça manquait un peu de puissance. Voilà, l'impression visuelle que j'avais n'était pas excellente du côté de Christiansen. Et puis Manzin, Justus Trello, on ne l'a pas vu de l'après-midi quasiment, Justus Trello, mais pas top sur les skis, seulement 17e. Voilà, malgré un sans faute, donc pas exceptionnel. Puis Jesper Nelin, Campbell White dans le top 20, comme Tello, c'est pas là qui partait avec un tout petit dossard et qui a fait le premier temps de référence de la journée. Du côté des autres Français, donc Fabien Claude, 8 sur 10, mais seulement 24e avec un temps de ski loin d'être exceptionnel pour du Fabien Claude, seulement 21e temps de ski. Ouais, pas exceptionnel du tout. Vous voyez que Johannes Kuhn tient ses skis. Et que même Jakob Fak est devant lui, alors certes avec une erreur de moins, mais Jakob Fak au niveau des skis c'est loin d'être exceptionnel, donc c'est pas top. Et puis Thierry Langer là aussi au niveau des temps de ski pas exceptionnel, parce qu'avec un sans faute normalement il doit être capable de tenir le top 10, donc là pour le Belge c'était pas exceptionnel sur le ski, juste devant Antonin Guigona, 8 sur 20, mais une 27e place, avec pourtant là du côté d'Antonin un temps de ski tout à fait correct pour du Antonin Guigona. Donc voilà, c'est assez surprenant les différences de temps de ski entre les différents Français. Bon, on y reviendra. Rittmüller, dommage, hein, parce qu'avec un 6 sur 10, il arrive quand même à faire 29e. Donc c'est-à-dire que ça aurait pu être beaucoup mieux vu les temps de ski. Et puis Florent Claude qui finit 30e. Parmi les concurrents qui n'ont pas marqué de points, Didier Bionaz. J'avais salué son amélioration sur ses temps de ski. Là, ça n'a pas été le cas aujourd'hui, avec quasiment le même temps qu'Emilien Claude. Pourtant, Emilien Claude a une double sur le debout. Donc vraiment pas un bon tir sur le debout, hein, même du côté d'Emilien Claude, parce que ça a été très poussif sur son debout. Et du côté de Didier Bionaz, 8 sur 20, donc 8 sur 10, pardon, donc mieux sur les tirs. Par contre, là, c'était moins bien sur les skis. Qu'il a réussi à être bon sur les tirs, mais moins bien sur les skis. Alors qu'Orfilsen, il était bien sur les skis, mais pas top sur les tirs. Ça serait bien de réussir à mêler les deux. Simon Kaiser, qui nous avait fait un bon relais
Orphilson, seulement 39e avec un 7 sur 10, là également. Capellari, pardon, qui vient d'arriver dans cette équipe italienne sans faute et pourtant seulement 43e temps. Donc il faudra progresser sur les skis pour lui. Et puis Stromsheim, seulement 55e. Alors Stromsheim, ça reste une énigme. Hein, parce que d'une course à l'autre, c'est pas du tout les mêmes stands de ski. Orphilson, ça tenait, on va dire, la route, même mieux que l'individuel qu'il remporte du côté de Lati, enfin de Concholati. Et là, de nouveau, le temps de ski est catastrophique. Je crois qu'il est 59e temps de ski. On y reviendra, mais c'est vraiment pas bon pour Stromsheim, avec beaucoup de perte de temps sur le dernier tour. Et puis Ponzilioma, qui arrive quand même à être dans les 60, mais ça s'est joué à pas grand chose pour Ponzilioma. Avec seulement 4 sur 10, donc un tir encore une fois catastrophique. Vous voyez, 4 fautes sur le premier tir, encore 2 derrière, donc vraiment pas une bonne journée pour lui. Et puis parmi les concurrents qui ne rentreront pas dans la poursuite, vous avez Félix Leitner avec un temps de ski catastrophique, et vous avez également Maxime Germain, également, voilà, avec seulement 6 sur 10, et un temps de ski là aussi pas du tout exceptionnel pour le jeune américain, donc qui a pas plus la forme du tout début de saison. On regarde les temps de ski. Martin Ouldahl, 7e temps de ski, donc je vous disais, un temps de ski tout à fait correct pour lui, avec surtout une perte de temps assez raisonnable. C'est presque le premier tour qui est le moins bon, avec 14 secondes de perdu, mais ensuite il ne perd que 7 secondes, puis 6 secondes. Donc vous voyez un temps de perte raisonnable, et vous voyez un temps de tir où il est 8e, 5e sur le range time. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il perd pas beaucoup de temps sur la mise en place et l'installation. Il est très rapide sur sa mise en place et l'installation du debout, ce qui lui permet de reprendre 2 secondes à la plupart de ses adversaires dans cette action-là. Donc ça, c'est très très bien. Johannes Bö, là aussi, sur les skis, toujours là. Deuxième du premier tour, c'est Ponzilioma qui fait le meilleur temps. Ça lui a pas vraiment réussi derrière. Et puis, meilleur temps du tour 1. Du tour 2, et du tour 3 pour Johannes Bö. Donc, comme d'habitude, excellent. Il colle quand même 10 secondes à Sebastian Samuelsson, qui est deuxième dans ce classement. Très régulier, voilà, sur sa perte de temps. Donc, 3 secondes 9, 4 secondes 1, 3 secondes 4. Donc, ce qui fait 10 secondes en tout. Et puis, un temps de tir, là aussi, plutôt bon pour Samuelsson. Donc ça fait une belle course et un podium. Philippe Horn, 5e temps de ski, 9e, vous voyez pour ce tour-là. Donc c'est vrai qu'il a parfois fait mieux ce tour-là, mais c'est pas non plus catastrophique du côté du concurrent norvégien. Et donc Philippe Horn, dommage le temps perdu sur le tir, 15 secondes, parce que sinon ça aurait peut-être pu le rapprocher un petit peu de Samuelsson après. Bon. Ça aurait fait peut-être 23, 24 secondes de retard à la place de 28. Philippe Navrat, 10e temps de ski, donc très bien. Et puis un temps de tir, là aussi, correct pour Philippe Navrat, avec 10 secondes seulement de perdu. Du côté des Français, vous voyez, Eric Perrault, pas bon le temps de ski. 1 minute 01 de perdu, avec une perte de temps régulière. 19, 19-6, 24-6. Vous voyez qu'au niveau du classement, c'est 17, 30, 25, donc il est dans les mêmes eaux. Mais pas de bonnes jambes. Contrairement à Minien Jacquelin, qui lui, c'est un peu bas par rapport à sa moyenne, mais je dirais en termes de place, sinon en termes de temps, je dirais que c'est raisonnable. Giacomel, pas top au niveau des skis. Voilà, là aussi, quasiment 1 minute de perdu. Comme Quentin Fillon-Maillet, loin d'être exceptionnel aujourd'hui aussi sur les skis, Quentin. Mais un temps de tir excellent. Avec seulement 1 seconde 5 de perdu dans cet exercice-là. Et puis Lucas Hofer, 11e, Dorchenko, vous voyez, 33e en termes de temps de ski, Swerum 4e, donc bien au niveau des temps de ski, malgré ces 3 erreurs, qui lui coûtent cher, alors que Christiansen, 13e temps de ski, il a été capable de faire mieux, et surtout un dernier tour très compliqué. Vous voyez, 8 secondes 7, 9 secondes 4 et 27 secondes de perdu dans le dernier tour. Donc c'est qu'il a vraiment craqué le Norvégien sur la fin de parcours. Justus Trello, là aussi, vous voyez, gros craquage dans le dernier tour, avec 44 secondes de perdu contre 23 et 27 sur les 2 premiers tours, mais il était loin déjà d'être exceptionnel sur le tour numéro 2. Vous voyez qu'il est seulement 41e
Dans le classement, on retrouve ensuite Jesper Nelin, plutôt pas mal au niveau des skis en termes de tir, c'était un peu moins bien. Campbell White dans le top 30 au niveau des temps de ski, pas très loin notamment d'un Tello Sepala. Et puis Jakub Fak 36e au niveau des temps de ski, Fabien Claude seulement 21e, donc avec une perte de temps qui est assez régulière pour Fabien Claude. Thierry Longer, pas top au niveau des skis, parce que vous voyez seulement 40e au niveau des temps. Donc il a eu du mal ici. Et puis Antonin Guigonard, lui un temps de ski correct pour du Antonin Guigonard, avec une 24e place sur ce temps de ski. Et Rittmüller, vous voyez c'est dommage, hein, c'est 6 erreurs, parce que le temps de ski, excellent, 6e de temps de ski. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler. La précision au tir. Didier Bionaz, moins bien que sur les derniers rendez-vous, 26e seulement. En termes de temps de ski, juste devant Emilien Claude qui lui est 15e. Donc je dirais que son temps de ski est très bon à Emilien. Par contre, ça a été sur le tir où ça a été plus compliqué pour le français. Capellari, bon, vous voyez, 60e quasiment en temps de ski. Donc un petit peu compliqué pour l'italien avec un dernier tour où il perd quasiment 1 minute. Et puis ici, on redescend dans le classement pour aller vers Stromsheim. Vous voyez, hein, Stromsheim, seulement 56e au niveau du temps de ski, 1 minute 56 de perdu. Et qu'ensuite sur le tir, il perd quasiment rien par rapport à un Johannes Bö, hein, il perd rien sur le tir. Par contre, sur le temps de ski, c'est vraiment pas bon. Et c'était pas bon dès le premier tour. Hein, donc là, c'est pas exceptionnel. Et puis Pontsioma, vous voyez, premier sur le premier tour, 2 secondes 9 sur le troisième, 16 secondes dans le troisième. Donc il est vraiment parti trop vite, mais trop d'erreurs aujourd'hui. Et il finit juste devant Lovro Planko, qui avait fait un bon relais dimanche, mais qui a eu un petit peu du mal à se remettre dedans, notamment deux premiers tours vraiment pas top. Alors il a peut-être eu peur de s'écraser, mais vous voyez, 40 secondes de perdu dans le premier tour, c'est loin d'être exceptionnel pour Lovro Planko, donc peut-être parti un petit peu trop prudemment. Parmi ceux qui participeront pas à la poursuite, Jan Xingyuan aura peut-être des regrets. Il a mis beaucoup de temps à se placer sur son coucher. Il met beaucoup de temps à tirer la première balle. Et bien à la fin, quand vous voyez qu'il perd quasiment 30 secondes sur sa mise en place, donc quasiment 15 secondes par rapport aux concurrents qui sont devant lui, c'est 15 secondes qui lui auraient permis de participer à la poursuite aujourd'hui. Et puis Maxime Germain, donc Leitner, voilà, 90e temps de ski, donc là c'est vraiment catastrophique. Puis vous voyez que c'est en plus catastrophique du début à la fin hein, sur les skis. Et on termine avec notre ami Maxime Germain, là aussi pas bon du tout, notamment avec un dernier tour très compliqué pour Maxime Germain, pourtant qui avait le dossard 19, donc normalement un dossard où les conditions climatiques étaient plutôt bonnes pour lui, donc voilà un temps de ski loin d'être exceptionnel pour lui. Bon, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Un petit peu plus tard dans la soirée, le vent des globes. Je n'ai pas oublié. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour le sprint dames. Allez, ciao, ciao!